Merci à Madame, la responsable du CELAD, pour l'invitation. Merci à Mohamed, que je connais depuis quelque temps. Et je dois dire, je suis toujours content de revenir à Québec, de découvrir ces nappes blanches, même fin mars. Toujours impressionnant pour un Européen qui craint toujours de ne pas sortir de l'hiver. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais finalement, on a décidé de prendre ce thème, que j'aborderai peut-être pas nécessairement en lien avec la question du patrimoine, mais on va voir que la question du rire n'est pas sans poser celle de la constitution d'une communauté. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en communauté? Une communauté, elle peut rire très fort et être raciste. Une communauté, elle peut ne pas rire. Une communauté, elle peut rire finement. La manière dont on rit, on pourrait dire, indique la manière dont on est en communauté. Donc voilà un peu ce qui m'intéressait. Et quand on dit communauté, je dis ça pour moi. Bien sûr que la question du patrimoine n'est pas loin, mais on y reviendra au fur et à mesure. Je voudrais partir de deux réflexions liées au 7 janvier 2015, la phase « Je suis Charlie ». Je crois qu'ici, ça a dû avoir un peu des retombées, je ne sais pas trop lesquelles. Donc je reviendrai un peu sur la manière dont ces débats nous apprennent un certain nombre de choses, et peut-être pas uniquement par rapport à l'islam, avec un grand I, qui pour moi ne peut pas nécessairement dire grand-chose. Et j'évoquerai aussi la question du Québec, parce que la question du rire aujourd'hui, quand on suit l'évolution des rieurs, entre guillemets, pour un Français, passe beaucoup par le Québec. Hein. Donc ça, j'y reviendrai. Après, j'aborderai 3 points que je vais évoquer tout à l'heure. Donc, tout d'abord, quand on publie comme moi sur le rire, ce qui est d'ailleurs rare, parce que, comme on le sait, un sage ne s'intéresse pas beaucoup au rire. Les intellectuels écrivent extrêmement peu sur le rire. Le rire, en tout cas en France, est extrêmement peu travaillé dans les universités. Moi, donc, c'est un peu en tant que ferrailleur de revue que je m'intéressais à la question du rire. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? La manière dont les faiseurs de rire, c'est-à-dire les artistes qu'on voit sur scène, font rire sur notre propre société, donc sur la démocratie. C'est ça qui m'intéresse. Mais finalement, il n'y a pas grand monde. Donc depuis une dizaine d'années, il y a ce thème rémanent, récurrent. Moi, je suis souvent sollicité, c'est ça assez ennuyeux de la part des journalistes, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rire de tout? Voilà, ça c'est le thème permanent. C'est pas nouveau ce qui s'est passé le 7 janvier, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rire de tout? Depuis une quinzaine d'années, et comme par hasard, c'est lié à la crise. On appelle la crise économique, en gros, avant même 2008. On voit très bien qu'il y a un lien entre la thématique du rire montante et le fait de la crise. Alors je vais y revenir tout à l'heure. Il est évident que il ne faut pas prendre le rire sur un seul mode, qui serait le rire joyeux, heureux. Dans le rire, il y a toujours quelque chose qui est lié à une certaine violence. Et moi, je m'étais intéressé au rire parce que j'avais écrit sur Buster Keaton, on montrera quelques images, qui est un burlesque tout à fait impressionnant, comme Chaplin, qui sont des gens qui répondent toujours à une certaine violence. C'est pas du tout un rire comme ça qui nous impressionne dans une espèce de joie merveilleuse. Non, le rire c'est quelque chose de bien plus compliqué sur lequel je vais revenir et qui est intéressant. Le rire il fait un petit peu peur de ce point de vue-là. Et d'ailleurs je repartirai pour que vous ayez un peu en tête l'esprit de la réflexion sur la thématique biblique que nous avons sur le rire, qui est une thématique qui est très souvent reprise, Sarah, Isaac. Isaac, ça veut dire, en hébreu, rire. Donc, Isaac, c'est celui qui est né. Donc, quelque part, le rire, il est lié à la naissance. Très important. Donc, il y a ce côté joie que j'évoquais tout à l'heure, il est là. Le rire, c'est Isaac. Mais voilà que la mère de celui qui est né, qui s'appelle Sarah, elle sourit, parce qu'elle est la mère, elle sourit de la naissance, mais son sourire est un sourire dans le texte biblique qui est un sourire qui devient sous, S-O-U-S, rire, c'est-à-dire un rire qui pâlit, un rire de moins en moins. C'est-à-dire qu'elle pressent, dans l'acte de cette naissance, le sacrifice possible, vous connaissez l'histoire de la Bible aussi bien que moi, par le père d'Isaac. Hein, elle pressent ce sacrifice. Vous voyez bien, on va le retrouver en permanence dans la question du rire, il y a cette espèce de tension naissance-mort. Hein, et donc le rire est lié avec la violence, avec la mort, quelque chose de très important à comprendre. Et des auteurs comme Nietzsche, il y a des philosophes, sont des gens qui ont beaucoup mis en avant le rire, mais à partir de la question justement de la mort, etc. Donc on a une thématique qui est très très forte, qui n'est pas tellement travaillée, chez les philosophes en tout cas,
Spinoza l'a un peu travaillé, Hobbes, on la trouve chez Nietzsche, je pourrais y revenir, mais je ne vais pas abuser de ça. Mais ce que j'insiste sur le fait que, pour saisir ce que je vais essayer de dire, il y a une tension permanente. Hein, le rire, il nous tire plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Alors après, on a des tradition française, on a Molière d'un côté, c'est le rire, on a Racine de l'autre, c'est le tragique. Les anglo-saxons, que vous connaissez mieux que moi, eux, via Shakespeare, sont des gens qui associent très très bien, comme le grand théâtre russe aujourd'hui, le tragique et le comique. En France, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc ayez un peu en tête cette idée de la question du rire, quel que soit le débat sur la liberté d'expression, ça met en jeu des choses extrêmement importantes qui touchent le corps, on va y revenir, le corps individuel et collectif. Donc le 7 janvier 2015 en France, vous avez suivi les événements, je ne vais pas les rappeler. Il y a eu ensuite ceux qui ont eu lieu au Danemark, où il y a eu effectivement des morts, a été concerné un des caricaturistes, un Danois, qui est d'ailleurs un homme très lié à l'extrême droite, et très anti-islam, il le revendique lui-même, hein, c'est très important. Donc on a eu un débat à la française sur la liberté d'expression, donc est-ce qu'on peut rire de tout? Tout le monde était dans la rue pour effectivement soutenir les caricaturistes que vous devez connaître, en tout cas les plus anciens, Camus, les gens qui ont marqué le Canard enchaîné aussi, mais je vais préciser un peu ça. Donc il y avait un débat sur la liberté d'expression à la française. Apparemment tout le monde était d'accord dans la rue. Je dis bien apparemment parce que ce n'était pas vraiment le cas, puisque effectivement il y avait quand même toute une discussion émanant de milieux qui n'étaient pas uniquement religieux. Est-ce qu'il faut publier les caricatures? Est-ce qu'il fallait publier les caricatures? Et qu'est-ce que valent les caricatures? J'en ai. Pas loin d'ici, je connais moins le cadre juridique du Québec, mais ici nous sommes pas loin des États-Unis. La liberté d'expression, elle est plus totale, c'est le deuxième amendement, le premier, excusez-moi, aux États-Unis. Nous avons le droit de la liberté d'expression, elle est totale. Reste qu'aux États-Unis, sauf erreur, aucun journal n'a publié les caricatures. Donc liberté d'expression totale, mais c'est ce qu'on appelle le floutage. Les caricatures étaient floutées, c'est-à-dire elles n'étaient pas présentées de manière... J'étais en Pologne en janvier, pays très marqué par le catholicisme, sorti du communisme. En Pologne, il n'y a rien eu à propos de « Je suis Charlie ». C'est un pays très catholique, et donc voilà. C'est pour dire que le débat, il débordait aussi les milieux musulmans. Là, il ne faut pas caricaturer, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'en gros, les milieux religieux en Europe étaient assez réticents à la publication des caricatures. Alors ça mène à un débat qui est un débat, je dirais, qui conduit à distinguer peut-être, moi ce qui m'intéresse depuis longtemps, la liberté d'expression. Pour moi la liberté d'expression ne fait pas problème. Reste qu'on peut se poser la question de savoir comment faire rire. Donc après la qualité des caricatures sur un plan esthétique. Mais peut-être que ce n'est pas un débat, pour beaucoup ce n'est pas un débat. J'ai le droit de publier ce que je veux, comme je veux. Ce n'est pas un problème artistique. Ça pose un peu question, c'est là où on reviendra un peu sur le problème de est-ce qu'on peut rire de tout, comment, etc. Qu'est-ce qu'on observe quand même? Si on est, pour votre gouverne, l'évolution de Charlie Hebdo depuis une trentaine d'années, on va peut-être trouver des éléments un peu analogues ici, on les trouve en gros partout en Europe. C'est qu'au fond, généralement, les caricaturistes, et quand je dis caricaturistes, c'est les gens qui font des dessins, là, je ne parle pas de cinéma, je ne parle pas de peinture, je ne parle pas de comiques de scène qui travaillent avec le langage. Il faut bien voir que tout le problème aussi du débat sur le comique, c'est qu'on a des modes d'expression extrêmement diversifiés, qui posent des grandes questions. Qu'est-ce que c'est que le dessin, la caricature? On va voir avec le cinéma que le burlesque, les plus grands comiques de l'histoire du cinéma, pour moi, il y a des spécialistes dans la salle, mais pour moi c'est un cinéma qui ne parle pas. Donc on a un problème du rapport au langage et du comique, c'est très important. La question du langage, on y reviendra, parce qu'elle est indissociable après tous les débats sur le patrimoine. Mais qu'est-ce qu'on observait à Charlie Hebdo, par exemple, depuis une vingtaine d'années? C'est que, au fond, ce qui fait rire, c'est quelque chose qui résiste. Le grand comique s'appelle Raymond DeVos, que vous devez connaître, qui est un comique de langage, et disait à Guy Bedos, qui est un comique très politique, c'est le genre de comique qui fait rire en permanence des événements politiques, ce qu'on appelait les chansonniers, qui je crois ici d'ailleurs ont peut-être encore un peu d'actualité, je ne sais pas. En tout cas en France ils ont perdu toute actualité. C'est-à-dire qu'un caricaturiste il ne peut pas vivre avec les politiques. C'est-à-dire que le pouvoir politique n'est pas un pouvoir qui permet
excusez-moi l'expression, de se foutre de sa gueule. Et au fond, qu'est-ce qu'on a vu revenir comme pouvoir qui résiste? C'est le pouvoir religieux. C'est le pouvoir religieux qui est un pouvoir qui résiste, justement. Bon. Alors ça, c'est pas très nouveau. Je trouve que le débat, on l'a depuis longtemps avec l'Église catholique en ce qui concerne, par exemple, Charlie Hebdo. Ayant travaillé là-dessus, par exemple, j'ai fait des débats avec l'avocat de Charlie Hebdo, dont on a pas mal parlé après, il s'appelle Richard Malka. Il y a encore une dizaine d'années, il y en a en permanent, il y a plus de caricatures anti-catholiques que anti-musulmanes. Anti-catholique, c'est que on va par exemple montrer le pape dans des postures sexuelles très discutables pour un pape, et avec la princesse de Monaco. Peut-être que pour vous c'est pas très important, mais en France il y a toujours des obsessions, donc mettre le pape dans une position sexuelle avec la princesse de Monaco, ça fait hurler. De rire certains, de rire pas d'autres. Donc il y avait, au fond, l'avocat de Charlie Hebdo disait oui, vous avez raison, on peut discuter de ça, mais Charlie Hebdo, c'est un journal qui, juridiquement, et c'est comme ça qu'il gagnait tous ses procès, a ce qu'on appelle un contrat de lecture. C'est-à-dire que je fais ce journal, de même que si je suis artiste dans une maison de chansonnier hyper dure, j'ai pas n'importe quel public, pour un public donné. Il n'y a aucune raison qu'en France, les évêques ou le pape, qui n'est pas en France, lisent Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'il y a une tradition du journal caricaturiste qui n'est pas une tradition universelle, qui n'est pas une tradition. C'est-à-dire qu'on retrouve le lien du rapport au public qui est extrêmement important. Et donc lui disait, aujourd'hui le contrat de lecture est quelque chose qui est en train de disparaître pour une raison simple que vous pouvez imaginer aussi bien que moi, qui est liée à Internet. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde a accès, effectivement, à tout en permanence. Donc la caricature un peu du rail que vous allez faire, vous pouvez la mettre sur le web et elle circulera dans le monde entier, etc. D'où les excitations que ça peut produire au fin fond du Pakistan, de la Malaisie, etc., etc. Tout le monde a accès, au fond, à un texte qui ne peut être normalement compris que dans un certain contexte. C'est ce qu'on appelle le contrat de lecture. J'insiste là-dessus, parce que ça permet de saisir un peu des choses. On voit très bien aujourd'hui qu'Internet durcit énormément l'exhibition des images. Ça vaut pour les images violentes comme pour les images qui se veulent comiques. Puisque vous savez que vous allez être lu effectivement par tout le monde, vous en profitez pour en rajouter. Je ne prends pas l'exemple d'images comiques, mais les images violentes aujourd'hui, ça a démarré avec les Maras, qui sont des groupes ultra-violents au Panama, et, au Guatemala, et on le voit avec ce qu'on appelle l'État islamique, qui sur ces images, vous le savez aussi bien que moi, montre des choses de plus en plus horribles, comme si pour capter l'attention, il fallait que j'en rajoute. Voilà, donc je voulais évoquer ce problème et surtout signifier que même dans l'histoire récente de Charlie Hebdo, on voit bien qu'il y a eu, quelle que soit la situation des musulmans en France ou en Europe, il y a eu un décalage, c'est-à-dire on est un peu passé du politique vers le religieux, qui n'en est pas moins là, je ne vais pas dire le contraire, mais parce que le religieux résiste, il résiste plus, le pouvoir religieux. Bon, reste qu'on peut lui poser une question. Moi je connaissais assez bien Cabu qui a fait partie des victimes, vous devez le connaître, il a 77 ans, des plus grands caricaturistes français, et il était assez d'accord avec moi, il disait, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de voir où est passé le pouvoir, et aujourd'hui celui qui a le pouvoir c'est celui qui contrôle les images. Alors bien sûr que la réaction musulmane indique une volonté de contrôler les images, et aujourd'hui qui contrôle les images c'est les patrons de chaînes. En France, je parle pour la France, je ne parle pas pour ici, je connais mal l'audiovisuel, c'est les patrons de chaînes. La question du pouvoir elle se pose, et du contrôle des images. Aujourd'hui les meilleurs, un très bon, assez connu au Québec, un très bon comique comme Fellac refuse de passer à la télévision, par exemple. De passer à la télévision, c'est totalement formaté, vous avez le droit à 1 minute grand maximum pour un bout de sketch. Lui, comme il dit, moi si je me monte, c'est 1h30, etc. Je suis en posture vis-à-vis d'un public, j'ai de toute manière un contrat de lecture. Et sur un mode... J'insiste là-dessus parce que derrière ce que je vais dire, il y a la question du pouvoir, elle n'a pas disparu. Seulement, le pouvoir des images, il est très important. Et ceux qui connaissent bien la petite histoire française, la première émission culturelle qui a été cassée, qui s'appelait Droit de réponse, liée à Michel Pollack à la fin des années 70, l'émission très 68 art, où il y avait des gens liés à Charlie Hebdo comme Cabu, elle a été arrêtée parce que Pollack s'en est pris au patron de la chaîne, qui s'appelait M. Bouygues. Donc,
La question du comique, c'est le problème est bien que le comique a besoin de choses qui lui résistent, autrement c'est pas drôle. Hein, le comique, il a besoin que ça... C'est ce que dit très bien Raymond Devos, on ne rit pas de choses qui sont faibles, qui sont molles, qui sont, etc., qui n'existent pas. Hein. Il faut du solide en face. C'est pour ça que dans toute l'histoire, le grand comique, il a été lié au pouvoir, il a été lié... c'est le carnaval, c'est le fou du roi, c'est toute cette tradition-là qui est très très importante. Bon, la question qui est un peu derrière tout ce qu'on va raconter, c'est où est passé le pouvoir et pourquoi il est devenu si difficile d'en rire. Je parle du pouvoir des images, qui est très très important, même s'il n'y a pas que les images. On pourrait y revenir à la discussion, et je voulais dire quelques mots sur le Québec. Parce que moi, il y a 30 ans que je viens au Québec, et j'aime beaucoup, et il est vrai que quelqu'un qui travaille sur le comique ne peut pas faire l'économie du Québec. Aujourd'hui, beaucoup de comiques viennent du Québec, Dubosc, vous devez connaître, où on aime ou on n'aime pas, la question n'est pas là, on a de bien plus mauvais comiques que Dubosc. Hein. Donc Dubosc, il est extrêmement présent dans tout le territoire comique français. Il a un rôle extrêmement important. Hein. Il y a Kavanagh, il y en a beaucoup d'autres, il y a deux choses derrière qui, moi, m'intéressent. Bien entendu, qu'il y a eu la Révolution tranquille. Il est évident que dans le comique québécois, il y a quelque chose qui se joue par rapport à l'Église catholique, ne serait-ce que dans le langage. Question du blasphème, il y a un langage religieux dans le comique québécois qui est extraordinaire, mais qui a été attrapé comme ça, qui est toujours très présent, et je n'ai pas suffisamment l'expérience. Et deuxième chose, je pense, très très important, surtout pour les Français, il y a la question de l'accent. Je vais le montrer tout à l'heure, beaucoup des grands comiques français d'aujourd'hui sont des comiques à accent. N'oublions jamais qu'en France, la Révolution française fait ça remontait à la création de la grammaire, hein, c'est des choses extrêmement importantes. Il y a l'idée d'une langue unique, homogène, imposée à tous les territoires, à toutes les provinces, à toutes les régions. Paradoxalement, qui fait la réforme ce qu'on appelait patois anti-dialecte, c'est l'abbé Grégoire, qui doit être cher à Mohamed, qui est quand même l'homme qui invente le patrimoine hein, en France. C'est au même moment, durant la Révolution. Durant la Révolution, on homogénise la langue, hein, on casse les accents, il n'y a rien de pire qu'un accent. D'ailleurs, vous lisez les pièces de Molière, Monsieur de Pourceaugnac par exemple, celui qui monte de la campagne à la ville avec l'accent, c'est celui dont on va rigoler. Hein, il y a une espèce d'image de paysan, etc. C'est l'image très aristocrate à la française. Il faut bien voir que la question du langage, là, elle est très très importante. Hein, très très importante. C'est pour ça que le Québec est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a pas tellement d'équivalent. Vous pourriez nommer d'autres comédiens à ma place, hein, mais on voit bien dans le cinéma, etc. Félac, un ami que je connais bien, a tourné récemment plusieurs films au Québec, dont Monsieur Lazare. Et il est vrai que dans l'histoire du comique français, il y a une relation au Québec qui est très importante. Après, le Québec, il fait peut-être aussi comme nous le pire et le meilleur, c'est-à-dire qu'il y a des festivals du rire un peu invraisemblables, il y a tout aussi une espèce maintenant de médecine du rire qui se met en place, c'est-à-dire il y a l'idée que bien rire ça guérit. Hein, il y a cette idée du rire guérisseur. Là j'ai des papiers qui montrent ça, mais ça vous le trouvez de plus en plus partout, mais c'est quand même pas mal parti du Québec, donc moi ce qui m'intéresserait, mais on n'est pas là pour parler de ça nécessairement, c'est de comprendre en retour comment vous analysez aussi cette question du rire au Québec, parce qu'il n'y a pas tellement de sociétés qui portent ça de manière aussi importante. Après, pour bien faire comprendre que la question du rire et du pouvoir, c'est important, vous aviez, après le début du printemps arabe au Caire, vous aviez un comique qui était un médecin, son nom m'échappe, je me souviens peut-être de son nom, non, qui a joué un rôle très important et qui est resté, il avait une émission tous les jours pendant que les frères musulmans étaient au pouvoir. Finalement, il est resté, non pas en phase, il les critiquait très ouvertement, très violemment. Hein. Une émission qui avait un succès incroyable, et quand le général Sissi est arrivé au pouvoir, donc la dictature militaire, il a été interdit en 3 jours. Je ne dis pas qu'il vaut mieux les frères musulmans que la dictature militaire, c'est pour bien faire comprendre que quand on met le débat sur religieux ou pas, c'est là aussi la question du pouvoir qui s'exerce de toute manière, hein, qui est à prendre en compte. Voilà, c'était un peu une série de réactions en ouverture. Je ne serai pas long, hein, volontairement. Je voudrais, parce que c'est un peu nos thématiques autour du patrimoine, c'est la question du corps qui est centrale. Qu'est-ce qu'un corps collectif? C'est bien ça qui est en jeu. Ensuite, je reviendrai sur corps et langage, plus pour poser des questions, essayer de comprendre pourquoi les burlesques
ne recourt pas au langage. Et pourquoi en même temps la question chez les comiques, que je viens de l'évoquer avec les accents pour le Québec, mais pas uniquement, et la question donc de l'identité liée aux accents est extrêmement importante, très très importante. Et l'accent, vous pouvez démultiplier à l'infini. Hein. Quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est, comme Gad Elmaleh, quelqu'un qui est un imitateur d'accent tout à fait remarquable, et comme il dit, je ne peux mettre mes accents que si j'ai compris l'esprit du peuple. Je peux mettre l'accent algérien, l'accent belge, que si quelque part je me suis identifié à cette communauté accentuée, pour parler comme ça. Et dernière partie, peut-être pour moi la plus importante, c'est effectivement de montrer que rire de tout est peut-être une fiction. On n'a jamais ri de tout. Ça, c'est le débat un peu journalistique. Il y a très longtemps qu'en France, ici c'est un pays où la question de la femme est quand même très, très centrale, Coluche, par exemple, en France, faisait des sketchs sur ce qu'on appelle les tournantes. Vous savez ce que c'est, les tournantes, c'est des viols collectifs faits dans les caves des cités en banlieue parisienne, par exemple. Dans ces sketchs sur les tournantes, vous voyez bien, de manière très machiste, ça revenait à dire si une fille est prise dans une tournante, c'est qu'elle l'a bien cherché, qu'elle y prend son pied. Hein. Coluche, qui est donc un comédien très connu du comique, il est évident que ces sketchs-là, aujourd'hui, je pense qu'au Québec, ils ne seraient peut-être jamais passés, après là. Mais en France, ils sont passés jusqu'à la fin des années 80, jusqu'aux années... Aujourd'hui, ils sont inaudibles. Donc il ne faut pas dire qu'on peut rire de tout. Il y a un travail des mœurs qui fait qu'effectivement, on ne rit pas de tout de la même manière en même temps. Enfin, cette question, en tout cas, du viol est une question qu'on trouve beaucoup chez les comiques. Et là, c'est très intéressant parce que même si on n'est pas sociologue, on voit très bien que le comique est quelqu'un qui lève des questions. Vous avez un comique qui s'appelle Michel Muller, c'est période Canal+, pour ceux qui connaissent un peu, mais je ne veux pas rentrer trop dans les très très bons comiques, un peu cinglés, comme les bons. Et lui avait des sketchs sur le prof pédophile, sur le clown pédophile, vous voyez, enfant, éducateur. Il est évident que c'est des trucs aujourd'hui que vous ne pouvez pas passer. Hein. Et c'est des choses qui passaient dans les années 90 sur Canal+. Il y a eu une période début des années 90 avec la chaîne que vous connaissez peut-être, Canal+, qui était très violente, très dure, très anarchiste en fait, mais ces choses-là un peu disparu. Je reviendrai là-dessus pour montrer que les grands comiques contemporains aujourd'hui sont des gens issus de l'immigration, de manière très intéressante, et qui essayent de manière de parler de leur rapport à la communauté sur un mode non fermé, sur un mode non identitaire. Donc le comique intéressant, les trois meilleurs, c'est pour moi, j'ai écrit sur eux, donc c'est Jamel, Gad Elmaleh. Jamel, c'est Maroc, cité française. Gad Elmaleh, c'est des juifs marocains passés par le Canada, pour ça que je le prends. Et après, celui qui est pour moi le meilleur, c'est Felak, qui est à la fois kabyle. Kabyle, c'est les montagnes du nord d'Algérie, mais c'est une identité très particulière. Kabyle, algérien et français. Donc c'est des gens qui entrechoquent les identités, qui les font travailler. C'est ça qui est très intéressant. C'est quelque part, c'est peut-être pas la question du patrimoine, mais le comique permet de reprendre de manière très très forte le problème de l'identité. Mais pas pour dire qu'on a une bonne ou une mauvaise identité, et on va le voir tout à l'heure, pour montrer qu'on est toujours sur le fil, parce que ces gens nous parlent toujours plus d'une seule chose, c'est de la frontière, c'est de la limite, c'est le fil, comme Chaplin quand il est là, c'est le cirque, hein, c'est un funambule. Les meilleurs comiques, c'est des funambules qui sont sur un fil. Le problème, c'est pas de tomber d'un côté ou de l'autre. Je vais vous donner qu'un exemple. La fin du pèlerin de Charlie Chaplin, il est sur la bande frontière. Il est sur la bande frontière. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il tombe. Et il nous fait rire pour ça. Il ne faut pas qu'il tombe du côté du Mexique, où il y a les bandits, comme en caricaturant, et du côté du Texas, où il y a le shérif qui l'attend. Et ça, le cinéma montre ça très 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 bien. C'est le caractère funambulesque que vous avez là, qu'on pourra regarder pour le plaisir, c'est 3 minutes. C'est quasiment un universel que vous trouvez. Le bon comique, c'est quelqu'un qui est sur le fil. C'est-à-dire, je suis toujours au bord de devenir violent ou au bord de dire des conneries, excusez-moi, mais le problème, c'est comment rester sur... C'est-à-dire être sur la bande frontière, mais pas pour que la bande frontière sépare, donc violente, mais pour que la bande frontière, elle rapproche. Donc les grands comiques, c'est quand même ça. Je vais revenir avec quelques exemples un peu rapides. Mais c'est pour faire comprendre que le débat, vous voyez bien qu'à travers tout ça, le débat sur les identités est central, va un peu au-delà de la religion. Première série de remarques
La méfiance chrétienne envers le rire, une fois de plus, je ne distingue pas trop ce qu'il faudrait toujours distinguer, caricature, langage, éructation. Mais avec la figure du rire au Moyen-Âge chrétien, nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant. D'abord, on a un grand débat théologique, je ne vais pas y insister, Mohamed m'a dit de ne pas faire trop d'histoire, mais le grand débat théologique, c'est est-ce que Jésus a ri ou n'a pas ri? Vous avez des tonnes, vous êtes des universitaires brillants, vous avez des tonnes de gens qui ne sont pas des nuls, des grands théologiens, qui discutent de ça. Parce que, effectivement, si Jésus a ri, ça pose un certain nombre de problèmes, etc. Rire est quelque chose, pas interdit. Alors, je l'ai dit très bien, ça, c'est la première chose. Qui va s'accompagner après tout le Moyen-Âge. Vous connaissez sûrement l'historien Jacques Le Goff, il a des textes sur le rire et le Moyen-Âge remarquables. Ce qu'on va appeler les règles monastiques. Les règles monastiques consistent justement à réguler la manière dont les moines vont se comporter durant les repas. Généralement, durant les repas, il y a des remontées, le corps travaille. Le problème, c'est comment, ce qu'on appelle les règles monastiques, je ne rentre pas dans les détails, je le ferai pour la discussion, mais il ne va pas être trop long, si vous le voulez. La question, c'est que on ne sait pas ce qui sort du corps. Et ça, je pense que la question est extrêmement importante. Pour ça, je mets bien en avant la question du langage, qui peut paraître lointaine. Le problème, c'est que le rire, avant qu'il soit langage, là, vous avez quelqu'un qui nous fait rire, il ne parle pas durant tout le film. Le problème n'est pas là. Mais mettez-vous à la place du moine qui, là, est en train de manger. Il y a un interdit de rire, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui peut sortir du corps? Vous avez tous fait l'expérience du fou rire, plus ou moins. Il y a un moment où mon corps est incontrôlé, incontrôlable. Ça n'a rien à voir. C'est ce qui précède le langage. Donc, quelque chose d'extrêmement important. Et là, le Moyen-Âge travaille beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui sort de mes tripes quand je me mets à être dans le fou rire? Vous voyez bien que ce n'est pas la question du langage qui est posée là. C'est dans ce trou noir qu'est mon corps, ce vide, plein de saloperies, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui risque de sortir? C'est le diable, bien entendu. Donc toutes les règles monastiques vont consister à marquer des frontières, à mettre des fenêtres, fenêtres sur les yeux, à boucher tous les trous, que les trous soient la bouche, etc. Le problème, c'est de boucher les orifices. Et là, vous allez trouver des réflexions, vous allez pouvoir retrouver chez Sade après, de manière beaucoup plus délirante, c'est les mêmes débats. C'est qu'est-ce qui sort du corps et qu'est-ce que je peux en faire. Alors effectivement, à l'époque monastique, ça peut paraître... C'est des questions que je présente de manière très rapide et anecdotique, mais qui engagent toute une théologie, toute une évaluation. Et la question même contemporaine aujourd'hui, qu'est-ce qui sort du corps avant même que je parle, c'est quand même quelque chose qui d'ailleurs retient un peu notre attention, mais qui est tout à fait intéressante. Donc il y a une méfiance envers le rire qu'on va trouver durant toute cette période, sur laquelle je pourrais revenir. Vous avez un livre d'ailleurs qui parle très très bien de ça, c'est La sorcière de Michelet, qui reste un livre, n'oubliez pas, 19e siècle, mais on ne parle que de ça. La sorcière, c'est justement, c'est une manière, tout ce qui porte ce que je ne veux pas voir sortir de mon corps. Comme par hasard, c'est la femme d'ailleurs. Bon, donc tout ça engage des questions liées à la sexualité. Mais donc à travers la question de l'interdit du rire, qui n'est plus le nôtre, mais se pose cette question qu'on ne poserait plus comme ça, certains la posent peut-être, il y a du mal en nous, le diable c'est la figure du mal, il y a du mal en nous qui risque de sortir. Le rire c'est dangereux, voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est dangereux en période religieuse chrétienne, mais peut-être pas uniquement en période religieuse chrétienne. Le rire c'est dangereux. Le rire, on est toujours au bord de... on va le voir tout à l'heure, on peut être au bord de la castagne. C'est-à-dire qu'il y a manière de rire, là je ne l'ai pas encore assez dit, on peut se mettre, nous, à rire contre les gens de la salle d'en face sur un mode quasi racial, raciste et voire terroriste, en disant nous sommes les meilleurs contre les autres. Le rire peut être une arme contre les autres. C'est la communauté fermée. Donc tout ce qui est en jeu, là, ce que j'essaie de dire sur le rire, c'est effectivement de voir comment, en tout cas c'est le cas des grands artistes, comment un spectacle, ce que faisait Raymond DeVos, ce que font les gens que j'ai évoqués tout à l'heure, un spectacle de grands faiseurs de rire consiste dans le cadre d'un spectacle, donc rapport à une opinion qui est là, en live, dans le cadre d'un spectacle, là, créer une communauté. Celui qui a très bien réagi, par exemple, de manière un peu surprenante, au 7 juin, c'est Dario Fo, très grand homme de théâtre, prix Nobel,
très très grand artiste italien que vous connaissez sûrement, certainement un des plus grands hommes de théâtre du monde. Il a dit, un peu contre les gens de Charlie, mon problème n'est pas de faire, vous avez bien compris, la polémique de Charlie, c'est de sortir les questions qui sont... Il a dit, moi, les blagues, excusez-moi, je reprends cette expression, pipi, caca, etc., ça va 5 minutes. Mon problème, c'est moi, en tant qu'artiste, je m'adresse toujours à un public donné. Alors, vous voyez, lui retrouve le contrat de lecture que j'ai évoqué d'entrée de jeu. Mais, est-ce encore possible? C'est une très grande question. Et ça touche... Je ne vais pas en dire plus sur la méfiance chrétienne envers le rire, mais la méfiance chrétienne envers le rire, j'aurais pu montrer qu'elle correspond aussi, mais les deux pouvoirs sont souvent liés, à la grande méfiance du pouvoir politique. Hein? Le pouvoir royal joue avec le rire. N'oubliez jamais que quand même Molière, pour moi un immense, aujourd'hui c'est des textes qui restent d'une modernité incroyable, Molière il se plie aux règles que le roi va lui imposer progressivement, hein, même dans Tartuffe, etc. Quand il y a le religieux, n'oubliez jamais qu'il y a le pouvoir politique qui est là aussi. Hein, et dans tout ce qui se passe aujourd'hui lié à l'islam, c'est pas pour dire qu'il n'y a que du politique, mais il est évident qu'il y a beaucoup de manipulation politique derrière cela. Je pourrais évoquer en contrepartie, avant d'arriver à choses qui nous intéressent plus directement, simplement la grande tradition qui est celle qui va être marquée par Nietzsche, qui est la tradition, contre la tradition chrétienne, qui est anti-corporelle, qui est une tradition justement de remise en place du corps dans toute... C'est le surhomme, hein, mais c'est le surhomme avec tout ce que ça peut vouloir dire, qui a un côté d'ailleurs quasi raciste, c'est la tradition nietzschéenne, qui est celle du rire sacrilège. J'ai le droit de rire de tout, comme je le veux. Hein, c'est très important de rappeler ça. Donc c'est un débat qui est pas si nouveau que cela. J'en viens maintenant à deuxième série de remarques. Là, je voulais juste dire qu'il y a un corps du délit. Le corps du délit, c'est le corps. Hein, vous voyez bien que ce que j'essaie juste de montrer, je ne vais pas dire les chrétiens, pas du tout, c'est que le corps, c'est quelque chose de très compliqué. Je ne sais pas ce qui sort. Quand je ris avant d'arriver au langage, je ne sais pas ce qui sort. Alors, deuxième partie, on va simplement très vite évoquer les burlesques et évoquer aujourd'hui les différents objets du rire. Mais pour cela, je l'avais écrit dans le petit texte, revenons toujours, les grands textes sur le rire, hein, ils datent du 19e siècle, je parle en français, mais il n'y a pas que les Français qui ont écrit sur le rire, hein. Mais les grands textes, c'est Victor Hugo, c'est Stendhal et c'est Baudelaire. Le plus grand, c'est Baudelaire. Baudelaire, c'est un obsédé du mal, hein. Il cherchait, c'était un romantique qui traquait un peu, il n'avait pas oublié la question du mal. C'est pas un progressiste, entre guillemets, qui évacue le mal. C'est une manière de dire qu'à travers le rire, le problème du mal, de ce qui fait mal, donc d'une certaine violence, se pose toujours. Baudelaire, il distinguait toujours celui qui rit, celui qui rit, celui qui fait rire et les objets du rire. Hein, très important, celui qui rit, c'est le public. Celui qui fait rire, c'est moi ce que j'appelle l'artiste du rire, mais ça peut être moi, très mauvais faiseur de rire, qui va faire du café du commerce. Il n'y a pas que des artistes qui fabriquent le rire, hein, attention. Et justement, il y a une manière de transmuer ce qui peut être le rire café du commerce, qui est tout à fait légitime, mais qui est un rire qui est toujours à la limite, hein, à la limite et une certaine violence. Et les objets du rire que je vais évoquer. Mais ce qui est intéressant chez Baudelaire, c'est qu'il rappelle toujours que celui qui fait rire, généralement ne rit pas. C'est pour ça que Buster Keaton, vous le connaissez tous, c'est des rois du burlesque, pour moi c'est le plus grand cinéaste. Buster Keaton, on l'appelait l'homme qui ne rit jamais, visage de marbre, tête de buis, figure de cire, frigo, masque tragique, etc. Très important de rappeler, ça vaut pour Chaplin, ça vaut pour Jacques Tati, ça vaut pour plein d'autres, les bons, celui qui fait rire généralement ne rit pas. Hein, on va le voir là avec ne rit pas. Pourquoi il ne rit pas, dit Baudelaire? Parce que lui-même quelque part a peur de ce qui s'est passé. Je ris de la personne là qui vient de glisser en bas de l'université dans la neige. Hein, ça me fait rigoler, en plus c'est un prof que je n'aime pas, non vous voyez, j'en rajoute. Mais pourquoi je ris, dit Baudelaire? Je ris parce que cela risque de m'arriver. Je ris de ce que risque de m'arriver.
Donc le rire est aussi quelque chose qui m'engage personnellement. Hein, très important. Donc, dans le rire, il y a une certaine peur de ce qui peut arriver. Il y a une peur. On revient à Sarah et Isaac. Hein, la peur de la mort que j'évoquais tout à l'heure. Le rire qui doit devenir joyeux. Mais le rire est toujours confronté à ce problème de la peur, de la mort, etc. Alors, on pourrait montrer 50 scènes, je vais en montrer une là. Je ne vais pas abuser des images, mais autant se faire un peu plaisir. Monsieur, j'appuie sur Enter, c'est ça? Alors, je vais d'abord montrer, c'est juste, parce que c'est un peu mon fil conducteur, et je ne suis pas le seul. Les grands faiseurs de rire, c'est des funambules. Je ne reprends pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur la frontière, etc. Ils sont toujours à la limite de se casser la figure. Mais ils sont toujours à la limite. Ça ne veut pas dire que je peux rire de tout. C'est-à-dire que le grand artiste, c'est celui qui est à la limite, et ça vaut dans beaucoup d'autres domaines que le rire. C'est celui qui, effectivement, est borderline, comme on dirait, en psychiatrie. Il est juste entre deux. Il est entre deux, il risque de se casser la... Alors, ce qui est génial dans le cirque, c'est que ce sont des bestioles, c'est les petits singes qui essayent de le faire tomber. Hein, vous vous souvenez de ça? Et ensuite, je crois que ça sera peut-être pas en continuité, on verra. Je passerai juste un petit extrait de Buster Keaton, Fiancé en folie. D'ailleurs, comme par hasard, c'est les femmes qui lui courent après, ça lui fait peur. Mais vous voyez, Keaton, c'est quelqu'un qui prend toujours la fuite. Il prend la fuite. Chaplin, c'est quelqu'un, tous ses films, j'essaye de m'intégrer. C'est le migrant qui essaie de s'intégrer dans la société américaine. Il force les entrées. Keaton, il a peur. C'est le cow-boy qui part vers les plaines de l'intérieur. Hein, on a le pionnier et on a le migrant. C'est très intéressant. Les deux sont, interrogez-vous là-dessus, moi je n'ai pas vraiment de réponse, ce sont des burlesques, ce sont des gens qui ne parlent pas. Ce cinéma-là, vous les faites passer à Shanghai aujourd'hui, Kinshasa, n'importe où dans le monde, tout le monde les comprend. Hein, je ne veux pas dire qu'après le comique n'a pas à voir avec le langage, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, le burlesque, mon ami Fellag dit toujours, c'est universel. Moi j'ai appris à devenir un comique en voyant dans mon petit village de Kabylie, avec les bonnes vieilles machines de cinéma, Buster Keaton. D'ailleurs, lui, quand il fait un spectacle, on verra peut-être là, il est toujours à moitié déguisé en Keaton ou en Chaplin. Hein, toujours. Mais pourquoi le grand burlesque, pourquoi le grand comique est silencieux? N'a pas besoin de parler. Et pourquoi, du fait d'être silencieux sans langage, donc on retrouve le corps silencieux de nos moines, quelque part, il a une universalité. Bon, ça c'est pour confirmer la thèse la frontière, c'est l'entre-deux. Le comique, il est toujours sur le fil. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être sur le fil. L'art de la prestidigitation, être funambule, c'est l'art le plus important. Pour les philosophes dans la salle, il y a des textes de Kant sur le funambule qui sont remarquables et qui expliquent que c'est bien plus difficile que la prestidigitation. Voilà les bestioles.
y a quand même à la fin, on voit une espèce de, avec la tête de ces petits singes, etc. Il y a une espèce de joie qui sort, on sent d'ailleurs qui sera le final du film. Bon, j'en dis pas beaucoup plus, on peut revenir pour la discussion, mais sur un petit peu ces questions que nous posent les burlesques par rapport au langage. J'en viens, puisque donc, Baudelaire nous a dit qu'il faut prendre en compte celui qui rit, qui n'est pas nécessairement le public, ceux qui font rire, on l'a vu là, ceux qui font rire ne rient pas, et les objets du rire. Les objets du rire, dans mon livre, mais d'autres font la même chose, j'ai essayé de distinguer ce qu'on appelle les 4 points cardinaux du rire, c'est-à-dire le rire, on peut le prendre de haut en bas, il y a du vertical et du latéral, hein, de haut en bas, c'est juste pour... on le pousse. 4 points cardinaux du rire, on retrouve toujours le corps. Premier point, c'est le comique sexuel, le plus important. C'est toujours pareil, comment faire comment faire un avec deux ou deux en un, l'homme et la femme, etc. Donc le pire comique aujourd'hui, très souvent c'est le comique sexuel, très souvent macho. Hein. Vous avez en France un célèbre qui s'appelle Bigard, je ne sais pas si vous le connaissez, mais d'ailleurs ces affiches, c'est généralement la présentation bielle calfeutrée de son sexe, etc. Bon. Ce qui est très intéressant, on retrouve déjà là le thème de la limite, parce que Raymond Devos disait le problème des comiques, c'est de ne pas d'aller trop bas, c'est de ne pas d'aller trop haut. Si vous allez trop haut, vous devenez un poète, si vous allez trop bas, vous devenez un type qui ne parle effectivement que etc., des parties du bas. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on trouve aujourd'hui, et au Québec il y en a beaucoup, c'est le rôle et la place du comique féminin. Quelqu'un comme Florence Foresti en France est assez important. Et une montée du comique féminin, donc à faire bouger, qui essaie de faire bouger donc cette espèce de différent équindé, homme-femme, etc. Vous avez une très bonne comédienne qui fait des films plus ou moins bons, mais qui est Valérie Lemercier, je ne sais pas si vous la connaissez, très très puissante. Et surtout elle travaille essentiellement sur le corps féminin. Et ce qui fait d'ailleurs qu'elle est très mal supportée, très souvent, on retrouve le thème du corps par le public féminin, parce qu'elle va parler des parties féminines, des poils féminins, de manière extrêmement dure, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à transformer, justement. Voilà, donc là, on a le corps, bon, c'est vieille tradition rabelaisienne, tout ce que vous voulez, que vous devez trouver ici de la même manière, j'imagine, chez vos comiques. Le deuxième, j'insiste pas, c'était le comique politique, je vais revenir, mais qui a beaucoup perdu, je ne sais pas si c'est le cas ici, de son rôle, c'est-à-dire le politique, le pouvoir politique ne fait plus rire personne en France. Pour s'en attrister, on peut aussi le comprendre avec les résultats des élections. Troisièmement, après, bon, il y a le problème qui m'intéresse moins de la représentation, etc. Bon. Donc ça, c'est haut et bas, c'est la sexualité, c'est le pouvoir, etc. Après, l'horizontale, c'est très intéressant. On retrouve la thématique sexuelle, avec beaucoup de choses sur l'homosexualité, les transformations de sexe, etc. C'est-à-dire comment passer d'un sexe à l'autre, etc. Et le thème sexualité, on est dans le corps, hein, continue à jouer très très fortement. Mais le deuxième thème qui m'intéresse plus, c'est le thème de la communauté. Quelque part, là, on revient un peu au problème communauté musulmane ou pas, etc. Alors, il y a deux choses. Je l'évoquais tout à l'heure à propos du Québec, mais j'insiste là lourdement. Aujourd'hui, les très bons comiques français, c'est des gens qui ont un rapport avec un accent. Je ne sais pas si vous les connaissez. Danny Boone, c'est un ch'ti, c'est un homme du Nord. Il parle ch'ti. Et le ch'ti, ça se comprend beaucoup moins bien que le québécois, je peux vous dire. Donc, il fait ce spectacle en français et en ch'ti. Donc on voit très bien qu'il y a un rapport identitaire, il y a un travail, on est là dans le langage, on n'est plus chez les burlesques, en tout cas il y a un travail sur la langue, mais qui est une langue très identitaire, c'est pas la grammaire française, c'est pas la langue homogénéisée que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein. Mais, donc ça, je vais donner d'autres exemples, quelqu'un qu'on entend beaucoup à la radio, François Morel, c'est pas le plus excitant, lui il est de la Sarthe, Sarthe c'est la région du Mans, pour ceux qui connaissent, région assez paysanne, et lui travaille avec l'accent de la Sarthe. Et il y a plein de blagues que vous avez qui sont des blagues que vous ne comprenez pas si vous n'êtes pas un peu du coin.
Vous avez un type très connu qui s'appelle Philippe Cobert, qui, lui, c'est plus fréquent, travaille avec l'accent provençal, qui a fait énormément, il vient de chez Ariane Nouchkine, il a fait énormément de spectacles. Bon, on pourrait continuer à trouver des noms, mais j'insiste là-dessus. C'est par rapport à, pour moi, à ce qui était durant toute mon enfance et à plus tard, la force du comique québécois, c'était cette capacité de ramener l'accent. Et qui aujourd'hui, je pense que les Français n'ont pas le rapport méprisant qu'ils avaient il y a encore une trentaine d'années avec l'accent québécois. Je pense que les choses ont beaucoup changé. La question de l'accent aujourd'hui retrouve beaucoup de place. Et être comique avec du langage, c'est marquer une identité. On n'est plus dans l'universel des burlesques silencieux. On voit très bien qu'il y a un rapport identitaire. L'identitaire, il peut être fermé, etc. Il ne semble pas trop que ce soit la question québécoise. Mais le problème quand même de l'accent pose le problème du renvoi à l'identité qui nous intéresse. Et m'amène bien entendu à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Je commence déjà à déborder. Amène à prendre en compte la question de la migration et de l'immigration. Parce qu'effectivement, on voit que les bons comiques français sont des gens qui sont issus de l'immigration et qui ne parlent que de ça, qui font le récit de leur migration. Et quand vous faites un récit de migration, soit vous fermez une communauté par rapport à l'autre, soit vous racontez l'histoire de communautés les unes par rapport aux autres. Hein. Alors je ferai que évoquer un peu vite. Alors bien entendu, ça pose avant le problème de la capacité d'une communauté à avoir de l'humour vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire à prendre distance, c'est ça que ça veut dire. Et là, on retrouve, je ne le ferai pas là, toute la grande tradition de l'humour juif, hein, qui est très importante, parce que c'est une communauté, ça donne Woody Allen, ça donne ce qu'on appelle le stand-up, qui ici aussi est très important. C'est le comique juif new-yorkais, qui a formé des gens comme Gad Elmaleh, comme Jamel. C'est un comique d'improvisation, de scène, qu'on voit beaucoup, qu'on doit voir ici, à mon avis, de manière importante. Et Jamel, par exemple, a un théâtre à Paris où vous avez des équipes de stand-up très importantes, que c'est les mômes des banlieues qui sont là, et très souvent sont découverts par les télés, etc. Au risque d'être formatés comme je le disais tout à l'heure. Alors, je vais juste... donc, rappelons-nous ça, c'est le problème de la... Quelles sont les communautés susceptibles de prendre distance vis-à-vis d'elles? Bien sûr, ça pose le problème de la communauté musulmane, mais ça veut dire quoi, la communauté musulmane? Il n'y a pas d'église. En islam, il n'y a pas une communauté musulmane. Il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a 40 variétés, aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Moi, je travaille sur la ville de Sarcelles que vous devez connaître. En France, on est laïque. Effectivement, on ne connaît pas les communautés, on ne connaît pas les identités, on est tous égaux. Sarcelles, aujourd'hui, en tant qu'urbaniste, je travaille avec le maire, Pouponi, c'est une ville composée de 90 communautés. Hein, donc, il n'y a pas un espace public, que si je fais un espace public pour une communauté, les Assyriens, les Assyro-Chaldéens, les chiites de je ne sais où, les juifs sont très importants, je dois faire des espaces publics pour chacun. Hein, donc on voit très bien que la question, même en France où on feint que ce n'existe pas, elle existe, la question communautaire de manière très... Donc le problème c'est la capacité des communautés à avoir cette distance critique vis-à-vis d'elles-mêmes. Alors on a des exemples intéressants. Il y a un comique que vous connaissez peut-être, qui fait du cinéma, Patrick Timsit, qui lui a beaucoup attaqué se moquait de populations généralement atteintes de maux, je les ai oubliés, médicaux assez importants, et il a eu des retours de bâton très 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 forts. Et mais ce qui est très intéressant, aujourd'hui, vous avez le problème des handicapés. Vous allez rire des handicapés. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que le handicap, c'est un des moteurs du rire. Chaplin joue constamment sur le handicap, parce que Chaplin, il est toujours en train de se casser la figure. Non, il risque de se casser la figure, d'où le parapluie. Jacques Tati, pour ceux qui connaissent le cinéma, Jacques Tati, il a une parapluie parce qu'il s'est cassé la figure, et il faut qu'il reprenne pied. Le handicap, c'est le déséquilibre que j'évoquais tout à l'heure. Le rire est toujours pas loin du handicap. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez en France les communautés handicapées. Je fais une émission avec eux, par exemple, qui commencent elles-mêmes à produire des spectacles comiques sur eux-mêmes. Donc, quand le handicapé commence lui-même à rire de lui-même, il me donne plus l'autorisation à moi de pouvoir rire de lui-même, ou en tout cas d'introduire la question du handicap dans mon panel comique, si j'en ai un. Alors, je prends les trois exemples maintenant que j'ai évoqués. Jamel, il est très intéressant. C'est même le comique le plus important. Enfin, beaucoup d'influence sur les communautés de cités, ce que nous on appelle les cités. Vous savez, hein, c'est les banlieues dures,
c'est les bars, etc. Et c'est la cité, on appelle ça cité, pas synonymie comme on dit, c'est justement pas une cité. Hein. Jamel, il est très intéressant parce qu'il a un parcours. Il est fils de Marocains, migrant, le père travaille chez Renault, etc. Et il est dans la cité, c'est pas un bon élève, bien entendu. Alors, Jamel, premier acte, il faut qu'il quitte la cité. Quelque part, il y a une rupture. Comme il dit, trop de cité tue la cité. Hein, donc il faut qu'il parte. Il fait du stand-up là où il était, à Trappes, c'est près de Mantes-la-Jolie, en dessous de Paris. Et là, effectivement, c'est un type qui réussit très très vite, avec son handicap. Hein, il a un moignon, vous le savez, ceux qui connaissent Jamel, il lui manque un bras. Pas un bras, enfin un moignon. Hein, là. Et donc une partie de son spectacle, c'est de cacher son handicap. C'est très important de comprendre, quand je disais, il y a toujours quelque chose, il y a de la ruse dans le comique, il faut déjà que je me débrouille, il y a quelque chose qui va mal. Hein. Jamel, il quitte la cité, il réussit parce qu'il est doué, et il passe à Canal+, chaîne télé, c'est-à-dire qu'il va être en représentation. Donc c'est son succès. Et quelque part, il pourrait s'arrêter là. Hein. Je suis passé, c'est le rêve français, des mômes, comme on le vante la journée, c'est passé de la cité, et grâce au comique, à l'art, grâce au sport, tu vas réussir. Non, ce que fait Jamel, qui est très intéressant, alors à chaque fois, il a fait 3 spectacles vivants d'1h30 où il raconte ça. Pour moi, les meilleurs spectacles de ces gens-là, c'est quand ils racontent leur parcours. Le premier, c'est comment quitter la cité, puis comment je passe à Canal+, puis comment moi, qui ai un peu cambriolé dans la cité, maintenant que je suis devenu riche et que j'ai acheté un appartement à Saint-Germain-des-Prés, je suis moi-même cambriolé. Il y a tout un sketch là-dessus qui est assez drôle, parce qu'il se retrouve dans la situation de celui qui a réussi. Le deuxième, c'est je retourne au Maroc. Donc il fait un parcours, il retourne au Maroc, et quelque part, il retrouve ce qu'on va appeler, entre guillemets, ses origines. Ses origines. Et là, il y a tout un travail qui se fait, vous voyez, un peu en déséquilibre. C'est pas, je passe une frontière pour aller. Moi, môme des cités, il faut que je récupère mes origines. Et le troisième acte, vous l'avez déjà compris, le troisième acte, c'est retour à la cité. Et le retour à la cité, ses capacités, c'est le moment où il va dire, il va pouvoir retrouver ses parents avec qui il avait pris ses distances. Il faut qu'il fasse ce parcours quasi circulaire, cité, réussite, tout le monde ne peut pas le faire, Maroc, retour à la cité. Et c'est donc quelqu'un qui joue, c'est pas notre choquement, qui joue sur cette espèce, non pas de multi-appartenant, il dit « je suis français ». Il a fait un très beau discours après le 7 janvier, assez remarquable, une improvisation, pour parler justement aux jeunes des cités. Mais voyez, ce que je trouve très intéressant dans ce spectacle, c'est la manière dont la migration opère un travail comique qui met en rapport les identités. Deuxième cas, Gad Elmaleh, que j'ai déjà évoqué. Gad Elmaleh, juif de Casablanca. Lui, il est en bisbille avec sa communauté d'origine juive, dont il ne va pas arrêter de se moquer. Il y a des sketchs sur les rituels juifs qui sont à mourir de rire. Chez Gad Elmaleh, je pense que... Mais ce qui est très intéressant chez Gad Elmaleh, ce que je dis un peu depuis le début et vous concerne, se concrétise, que son problème, c'est qu'il faut qu'il quitte Casa. Vous voyez, il y a toujours ce problème. Il faut sortir de chez soi, il faut quitter, il faut passer la frontière. Et vous avez un premier gros sketch qui est remarquable, vous connaissez peut-être, qui est le passage à Montréal, je ne sais pas comment on l'appelait à l'époque, Mirabel encore, bon, c'est pas grave, où c'est un sketch avec... les douanes canadiennes ne sont pas les plus sympas du monde. Hein. Et c'est un sketch avec le douanier canadien qui est extraordinaire. Donc, comme par hasard, la sortie de Casa se joue là, à l'aéroport, dans le jeu face aux douaniers. On est vraiment sur le thème de la frontière. Vous voyez, c'est là-dessus que j'insiste. Hein. Il va plus ou moins rester à Casa, mais c'est une histoire très très drôle, parce qu'il essaie lui aussi de réussir, bien entendu, dans le spectacle. Ça marche plus ou moins bien, avec les copains de Casa qui étaient déjà installés ici. Donc vous avez constamment des allers-retours. Et puis, bon, là, lui aussi, il y a 3, ceux qui s'intéressent, vous donner les références. Enfin, c'est dans mon petit bouquin là qui est en poche. Et après, c'est pas le retour à Paris. Lui est moins communautaire que peut l'être Jamel. Lui, il a besoin du spectacle, c'est-à-dire de pousser. Et donc, il y a tout un truc, ce qu'on appelle le cours Florent à Paris, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un des grands cours, comme vous devez en avoir ici, de formation au théâtre. Donc, là, on essaie de se mettre en représentation, où là, il va découvrir des personnages tout à fait intéressants, un transsexuel algérien, etc. Que des personnages un peu compliqués, mais toujours
toujours trans au sens d'être transfrontalier, trans, etc. Lui, c'est beaucoup plus un discours. On a chez Jamel un parcours quasi circulaire. Là, on a, son spectacle, le deuxième, s'appelle Décalage. On a des décalages permanents par rapport aux communautés par où on passe. C'est des décalages, j'aime bien ce terme. Vous voyez, c'est des décalages, c'est pas des ruptures. Et c'est parce que je me décale que je suis obligé d'avancer. C'est ça qu'on retrouverait peut-être plus du grand comique, plus lié au cinéma un peu traditionnel. Le troisième, c'est Félag, que vous connaissez peut-être, qui est assez connu au Québec. Une fois de plus, il a fait des films, plusieurs films, il aime bien le Québec. Et il y a beaucoup de migrants algériens, donc Kabyles, Algériens, Français. Alors ce qui est assez remarquable chez Félag, c'est que lui, j'ai expliqué que le burlesque se passait de la langue, il va travailler l'entrechoquement des langues. Je le cite, je dis bonjour en kabyle, on me répond en arabe, et la conversation s'engage en français. Tout son comique est un comique en permanence. Alors là, c'est pas, j'ai dit décalage pour Gad Elmaleh, c'est un peu entrechoquement des langues. Et là, c'est pas un travail dans la langue, c'est comment parle en kabyle, quand je veux parler arabe, je parle quand même français, etc. Je mets à mal un peu toutes les langues. Il y a un gros travail sur les langues. Et si on peut le passer, ce travail sur les langues se traduit par une espèce de capacité de rassembler des publics incroyables. Moi, je l'ai suivi enfant, il a fait 300... tous les soirs, il va vous expliquer que vous n'avez pas le même public. Quand vous avez plus d'Africains que d'Arabes, vous n'allez pas faire le même spectacle que lorsque vous avez plus de Kabyles que de Chiites. Je dis un peu des bêtises. Mais lui, c'est quelqu'un qui travaille sur ses publics. Donc la France, qui se veut très laïque, avec un public qui se répare tout le même, ce qui est totalement faux, bien entendu. La France, elle est faite aussi de toutes ces communautés migrantes qui sont un peu mises sous le boisseau. Et lui, c'est quelqu'un qui travaille avec la migration dans toute... Alors, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que cette question de la migration, je le vois, on peut le voir dans d'autres pays que la France, elle est aujourd'hui ce qui porte les meilleurs comiques. C'est ça que c'est un peu le sens de cette intervention. Les meilleurs comiques français. Alors, et pourquoi? C'est-à-dire qu'un bon comique, c'est quelqu'un qui est quand même un peu funambule, qui est à la limite, comme Chaplin quand il est à la frontière mexicaine, parce que s'il n'est pas à la limite, on voit très très bien que le comique communautaire est un comique qui devient, on retrouve mes thèmes du début, très violent. Je vais vous montrer maintenant, si ça ne vous ennuie pas, le sketch que j'aurais pu mettre au début, mais il fera peut-être mieux comprendre l'ensemble. On l'a déjà mis, hein. C'est donc le sketch Cohen et Bokassa. Je vais dire 2 mots avant, on a donc Dieudonné. Dieudonné, vous le connaissez, d'ailleurs il vient actuellement d'être condamné. Quelqu'un qui joue beaucoup avec le jeu d'ailleurs très antisémite, antisioniste, etc. Récemment il vient d'être condamné, comme je le dis. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, il a joué, c'est un immense comédien, il ne faut pas se tromper, il a joué avec Elie Semoun. Elie Semoun, il représente la communauté juive. Lui, qui vient lui, il représente généralement l'Africain, l'Antillais, etc. Ils ont un sketch qui se passe dans une cité, Cohen et Bokassa. Bokassa, pas besoin de vous faire un dessin. Donc Cohen et Bokassa, vous avez le juif et l'Afrique. Je vais montrer le sketch là, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir que vous avez le duo, les grands comiques, c'est des duos, hein, Laurel et Hardy, etc. Hé, Bokassa, les chimpanzés là qui courent partout dans la résidence, ils sont numérotés, non? Parce que c'est pas une pris soin de moi, enfin je me comprends. Vendredi, on organisait un safari avec les voisins. Et puis la pirogue là que tu gardes en bas du parking, va falloir la mettre ailleurs, on n'est pas en Afrique ici, enfin je me comprends. Il ne faut pas s'énerver comme ça, quoi, il n'y a pas marqué palestinien, quoi. Et puis c'est pas dimanche, quoi. T'as pas mis la galette et les guirlandes, hein, quoi. Oh, il y en a qui sont méchants, quoi. Et alors, quoi? Je sais pas si c'est depuis qu'ils t'ont coupé la bistouflette, là. Mais ça t'a rendu nerveux, quoi, hein. Avec ton look de moucheron, là, mon gosse de 5 ans, il aurait pu s'occuper de toi, quoi. Alors maintenant, quoi, tu rentres chez toi, tu files, hein. Tu vas en faire bouffer de la terre promise, moi, tu vas voir. Hé,
Ah, hausse costaud. J'étais tout petit et kiki, mais je n'étais pas téné, moi. Je vais broyer du noir, attention, hein. Attention, parce que là, ça va être la boucherie, la poêle. Et puis celle-là, elle va pas être cachée, hein, tu vois. Je vais le faire. Ok. Et ouais, Bon, merci. Vous voyez pourquoi j'ai montré ça, c'est pour montrer comme ça. C'est un duo qui était très connu dans les années 80-90, qui a arrêté de travailler ensemble. Mais vous voyez très bien que les dérives, entre guillemets, de Dieudonné, elles sont déjà contenues. On voit très bien comment un identitarisme assez fort se met en place. Et par contraste, on voit bien comment l'entre-deux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la frontière délicate qui crée des équilibres et des déséquilibres, on la voit très bien. Là, on voit bien que ça ne monte qu'en dureté. Bon, certains d'entre vous riaient, moi je suis le premier à rire quand je vois ça. On voit très bien que c'est un rire qui n'est pas... c'est un rire qui tire sur les cordes, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ce que je voulais essayer de montrer, c'est que le rire communautaire, il est fondamental aujourd'hui, le rire de la migration, et qu'il a très vite fait dériver. C'est peut-être pour ça qu'il doit être d'autant plus important. Bon voilà, c'était des remarques un peu décousues, mais qui avaient pas d'autre but que d'essayer de montrer que la question du rire, qui est très peu réfléchie, parce qu'une fois de plus, je le dis, dans la tradition en tout cas européenne, le sage n'a pas le droit de rire, ne rit pas, et le rire n'est pas un sujet qui intéresse. Je pense que, vu des événements récents, le problème des caricatures, il est encore devant nous. Il n'est pas mauvais de réfléchir. Mais personnellement, j'inviterais plutôt à distinguer le débat sur la liberté d'expression. Une fois de plus, les textes ne sont pas les mêmes aux États-Unis, chez nous, voire au Québec, je ne connais pas exactement. En France, l'interdit, il est lié au maintien de l'ordre public. C'est-à-dire très longtemps, on a empêché des spectacles de Dieudonné en raison de risques possibles à l'ordre public. C'était jamais sur les contenus. Hein. C'était pas sur les contenus, c'était comment respecter l'ordre public. Donc on retrouve d'ailleurs le problème du public. C'était après racisme et je ne me souviens plus du terme, mépris envers quelqu'un, etc. Aux États-Unis, je le maintiens, vous le savez aussi bien que moi, l'amendement est connu, la liberté d'expression, elle est totale. Je n'ai pas à m'en prendre à un texte néo-nazi publié, etc. Reste qu'après, il y a un esprit public plus large qui fait que les choses ne se passent pas de la même manière. Une fois de plus, les caricatures n'ont été publiées dans aucun journal américain. D'ailleurs, je ne sais pas au Québec si ça a fait débat ou pas. Dans aucun journal américain, mais nous n'oublions pas, aux États-Unis, la question communautaire est beaucoup plus forte. Comme au Québec, les États-Unis, c'est une grande société quand même d'accueil de migration qui travaille avec ces populations migrantes. La France est une toute autre histoire. Donc on trouverait aussi là, bien entendu, des questions. Mais c'est vrai que revoir 20 ans après le sketch Dieudonné et Semoun, donc le juif et l'africain, il y a une espèce de dureté qui est impressionnante. Ça, c'est un autre débat. C'est celui qui consiste à dire qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas faux, le rire est devenu beaucoup moins iconoclaste, beaucoup moins anarchique qu'il était dans les années 90. Il y a un prêt-à-penser du rire. Il y a toute une série de débats en France compliqués. Mais je terminerai là-dessus. Si vous êtes un professionnel, si vous voulez passer sur les chaînes, à la radio, vous avez intérêt à adapter votre manière de faire rire et de rire. Ceux qui écoutent en France Inter le matin, où il y a toujours des comiques, on voit très très bien que c'est beaucoup tombé par rapport à une quinzaine d'années. Donc il y a un climat qui n'est pas au rire qui peut faire un peu bouger les choses. Hein. Voilà, après, je maintiens que le problème du pouvoir des images, que ce soit celui des religieux, comme celui politique des patrons de chaîne, est une vraie question. Qui a le pouvoir des images? C'est des bonnes vieilles questions, peut-être du Moyen-Âge, et je ne l'ai pas assez dit, l'iconoclasme, ça faisait quand même partie aussi de la grande tradition religieuse. J'ai évoqué, est-ce que Jésus rit ou pas? L'iconoclasme, c'est je ne représente pas l'invisible, je ne représente pas le grand autre. Hein, ce qui reste des questions tout à fait importantes. Aujourd'hui, dans l'orthodoxie, la tradition iconoclaste, c'est pas une fiction.
Il n'y a pas que les musulmans qui ne veulent pas montrer effectivement la tête d'Allah, la tête de Dieu, ça fait partie des traditions. On ne montre pas l'invisible. Et comme j'ai montré tout à l'heure, l'invisible, c'est quoi aujourd'hui? De toute façon, nous tous, quand nous mettons à rire, c'est quoi? C'est des éruptations qui sortent d'un corps qui n'est pas toujours hautement spirituel, au sens d'être un esprit, on est les deux. Bon. C'est pour ça que le rire, je ne sais pas si ici on travaille le rire à l'université, c'est quelque chose de très important, à condition aussi de prendre la question corporelle. Alors très souvent en France, on travaille surtout sur le langage. Mais le langage, j'entends, comme on a une vision, nous, très pouvoir de la grammaire, hein, contre les accents, c'est la manière dont le rire, c'est toujours simplement un débordement du langage officiel. Je pense que c'est bien plus compliqué que ça. Tous ceux qui travaillent sur les accents en France, les ch'tis par exemple, sont des inventifs de leur propre langage. Le problème du rire, c'est d'inventer des langages. Enfin, merci pour votre patience, c'était quelques pistes de réflexion. Merci beaucoup.